Un chef étoilé qui nous donne un secret ou Dubaï comme si vous y étiez, c'est dans So Far So Good. De la lumière, des idées, de l'inspiration, c'est ce qu'on a cherché à faire cette semaine dans So Far So Good, des artistes courageux qui disent merde au BDS, des chrétiens qui chantent Alanissime et les Good Deals de Booker Online pour décompresser. On ira bien sûr à la rencontre de la réalisatrice israélienne Keren Ben Raphael et de son film À cœur battant. Et justement, notre cœur battra pour Rivka Shemla et son expo très branchée consacrée au Rabbi de Lubavitch. Ils sont partenaires de l'opération Tzedaka Baikalita 2021. On leur dit bravo. Et si vous aimez les jolis parcours, les histoires de destin, eh bien vous allez adorer Jérémy Ben Samoun. Mais n'oublions pas mon chouchou du jour, Frédéric Simonin, chef étoilé, grand ami d'Israël et amoureux de Jérusalem. Il nous apprendra un truc facile à faire. Voilà, on verra si c'est vraiment facile. Et pour redécouvrir les moments intéressants des émissions du studio, il y aura aussi un petit zapping, les pages Instagram bien sûr, et de la musique. Allez, on y va. L'icône de la pop britannique Boy George, incontournable des années 80 avec son groupe Culture Club et son Karma Chameleon, a sorti un nouveau single en réponse à la haine des partisans du BDS. En effet, il en avait fait les frais en 2017 lorsqu'il s'était produit en Israël. Alors, dans son nouveau single, Rainbow in the Dark, sorti en début de mois, eh bien, il nous dit tout simplement « Laissez votre tête parler à votre cœur, ne laissez personne vous dire qui vous êtes, méditez, soyez beau, intelligent. J'espère que tu vois mon arc-en-ciel dans le noir. » Mais Boy George a été plus loin. Il a écrit et chanté en collaboration avec un artiste israélien que vous connaissez, Asaf Goren. Mais oui, c'est celui-même qui a participé à Ninja Israël. Et la surprise d'Asaf Goren a été grande lorsqu'il a vu sur son Instagram, eh bien, Boy George, qu'il a tout simplement contacté. Alors, non seulement il a aimé son album solo, mais il voulait montrer au monde que le BDS avait tort. Il voulait chanter avec un musicien israélien et le destin a voulu que ce soit lui. Les deux ont ensuite correspondu par email, ils ont bavardé sur Zoom et commencé à travailler ensemble en s'envoyant des morceaux enregistrés. Boy George a également insisté sur le fait qu'il voulait de l'hébreu dans cette chanson. Le chanteur britannique s'est exprimé dans les médias israéliens à propos de ce nouveau titre et il a dit « Jouez-la fort, jouez-la fièrement, j'ai hâte d'être bientôt en Israël et de jouer pour vous en direct. » Alors pour info, il interprétera Rainbow in the Dark avec Culture Club en direct du stade de Wembley dès demain. La performance sera également diffusée en direct et en ligne. Et Hanouka de ballons géantes. Il est 3h du matin, bonne ambiance au sein de l'hôpital Schneider. Géante, ça c'est clair, elle prend forme cette Hanouka. Alors kol hakavod à l'association Tigva Vemerapé et à la vingtaine de jeunes qui ont réalisé cette création incroyable, faut bien le dire. 29 000 ballons de chaque côté, mais ils sont complètement fous, mais oui. Très très belle surprise tout de même pour les enfants hospitalisés. D'ailleurs on en profite, on les embrasse. Vous avez reconnu la chanson, évidemment. Pourtant, la grande croix au fond du décor, ça ne cadre pas vraiment. Normal, la chorale est chrétienne. C'est la Angel City Chorale, 160 chanteurs, de véritables stars à Los Angeles. Alors oui, ils chantent dans les églises, mais ils sont quand même arrivés jusqu'en demi-finale de America Got Talent. C'était en 2018. Le répertoire est vaste et c'est vraiment insolite de les voir entonner quand même cette prière qui a été écrite pour remercier Dieu d'avoir sauvé le peuple juif. Mais ce n'est pas tout. Cette chanson que vous connaissez depuis toujours n'a pas été mise en musique au XIIIe siècle, par exemple, comme ça a été le cas de Mao Tzu, mais en 1975 par un Israélien. Il s'appelle Dov Freimer. Alors oui, il compose, mais il aurait pu également, puisqu'il est juriste, être élu à la Cour suprême. C'était tellement insolite qu'on voulait partager ça avec vous.
Et les histoires ou les aventures inattendues, on en a souvent en Israël. Celle-ci commence sous un ciel étoilé. Un jeune homme se croyant seul fait sa demande en mariage. Soudain, sortis des buissons, 2 soldats de Tsahal apparaissent dans un équipement très étrange. Ils font partie d'une unité de renseignement en train de s'exercer à prendre des photos thermiques. Ils n'ont pas pu s'empêcher, bien sûr, d'offrir leurs photos au jeune couple qui ne s'est toujours pas remis de ses émotions. Et franchement, on les comprend. Voilà, c'est la fin des Good News de cette semaine. On continue. Sofach So Good. Elle s'appelle Rivka Shemla. Elle a décidé d'organiser une exposition consacrée au Rabbi de Lubavitch. Tout ça en plein Corona. Une exposition dans une galerie, mais aussi une exposition en ligne. Elle est avec nous pour nous expliquer pourquoi elle s'est lancée dans cette aventure. Rivka Shemla, bonjour. Bonjour Cathy. Alors multitask, on te voit partout, mais pourquoi avoir décidé de réunir tous ces artistes tellement différents pour cette exposition ? Tout simplement pour partager tous ensemble un regard nouveau, culturel et artistique sur le Rabbi de Lubavitch. Tu es proche du Rabbi, j'imagine, c'est ça qui t'a aussi motivé ? Alors, évidemment, une inconditionnelle donc, de tous ces enseignements. Et je suis restée tellement... c'est tellement incroyable tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux, encore plus pendant cette période de Corona. Donc au sujet du Rabbi, ne serait-ce que sa photo, les enseignements, des pensées du jour, etc. Je me suis rendu compte qu'en dehors de toutes les actualités, c'était ce qui se partageait le plus. Alors une galerie, bien sûr, alors une galerie virtuelle, une galerie aussi réelle, il y a les deux. Tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner ? Écoute, tout simplement, l'idée a démarré sur le fait qu'il fallait absolument présenter ça de façon tout à fait ordinaire, comme un vernissage, réaliser un vernissage et pouvoir le partager dans les réseaux sociaux, donc de façon virtuelle comme ça, mais aussi être en contact. Un moyen aussi d'être en contact avec tout le monde, et encore plus de monde. Donc il y aura un vernissage en réel, on va dire pour les artistes, pour la presse peut-être. Ce sera le 29 décembre à la galerie de Tel Aviv, galerie de Daniel Siboni. Mais il y aura aussi évidemment toutes les œuvres en ligne. Alors quelle est la particularité de ces tableaux, de ces réalisations ? Pourquoi les artistes ont accepté ? Écoute, ça a été comme une boule de neige, un artiste, puis un autre, et puis un autre. Tous ont été enchantés de participer à ce projet et d'autres encore ont envie donc d'y participer. Chacun a réalisé ou avait déjà réalisé donc une représentation du Rabbi sous des formes totalement différentes. Et c'est ça qui était incroyable. Ça m'a permis de découvrir aussi donc une nouvelle approche du visage du Rabbi, tellement lumineux et tellement profond. Au travers de l'art et dans le regard de chaque artiste aussi. Évidemment, tout ça est lié aussi à ce qu'aimait faire le Rabbi à la Tzedaka, parce que je crois qu'il y a un lien et que les œuvres, quand on va les acheter, on va aussi faire une bonne action. Voilà. Donc, ce qui est très important, évidemment, c'est d'acquérir une toile du Rabbi. C'est très important d'avoir une représentation du Rabbi à la maison, de sa photo. On sait l'influence que ça amène à la maison, ne serait-ce que quand les enfants regardent ce tableau, ce visage, et non seulement aussi par l'achat de ce tableau, donc sera reversé 10% à la bienfaisance, donc à Israël Tzedaka by Kalita. Voilà, donc à chaque fois qu'on aura acheté un tableau, on pourra aussi faire une bonne action, aider des centaines de familles qui sont dans le besoin. Donc j'imagine que les artistes ont répondu oui d'un seul homme, ils étaient tous OK ? Tout de suite. Personne n'a hésité du tout, tout le monde a été enchanté. C'est-à-dire que on ne peut pas parler du Rabbi de Lubavitch sans parler évidemment de Tzedaka, de bienfaisance et d'entraide, d'amour gratuit, de disponibilité, écoutez, franchement, c'est une aventure incroyable et je suis très très heureuse de la partager non seulement avec les artistes, mais également avec le public et pouvoir faire profiter de tout ce bienfait d'appartenir donc à cette grande famille. Ok, alors et même sur le plan international. Bien sûr, alors si on rate le vernissage, Rivka, qu'est-ce qu'on fait ? On peut revoir parce que ce sera retransmis en direct, ce sera filmé, etc. Mais si on l'a raté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, vous avez la possibilité donc
pour la soirée en question, nous verrons si nous pourrons la rediffuser. Mais de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les toiles qui seront exposées à la galerie. Vous pourrez les retrouver sur le site rivkashamla.com. Donc, c'est une galerie en ligne où vous aurez la possibilité toute l'année de pouvoir découvrir les nouveautés aussi de tous les artistes et de nouveaux artistes aussi incroyables et des œuvres exceptionnelles. Alors, juste pour terminer, pour tous ceux, quand on dit Rabbi Lubavitch, tous ceux à qui ça ne parle pas du tout, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les convaincre au moins de jeter un coup d'œil? Alors, la question est, qui est le Rabbi? Et je crois que c'était ça le principal de mon action, c'était de créer l'éveil, de créer de susciter le questionnement et donc de permettre à tout le monde de pouvoir se demander qui est le Rabbi réellement. Et c'est juste en réalité ce qui est intéressant, c'est plus la question elle-même qui a déjà les réponses dans cette question. C'est-à-dire que chacun pourra découvrir par curiosité, aller chercher donc ces enseignements-là qui sont réellement les enseignements, les secrets de notre génération. Nous sommes en train de vivre une situation incroyable, inédite, et nous avons besoin d'avoir des enseignements inédits. Et c'est quand on cherche à travers le Rabbi, à travers son visage, ça entraîne donc une curiosité qui dépasse donc l'intellect. On a besoin de rentrer un peu plus dans le profondeur de soi-même. Et voilà, donc vous seriez surpris de voir le Rabbi dans les maisons et dans les magasins des non-juifs aussi dans le monde. On ne parle pas de New York, évidemment, dans les grandes affiches, dans les rues de Manhattan, mais dans le monde, partout, donc le Rabbi est très connu aussi. Eh bien, merci Rivka Shemla. On se donne donc rendez-vous le 29 décembre à 19h30 dans la galerie de Daniel Siboni et ensuite en ligne sur le site rivkashemla.com. Merci beaucoup, Be'atzlacha Rivka. C'est l'heure du zapping émotion cette semaine au studio Kalita quand on a écouté Victor Kahelani raconter sa guerre et puis émotion aussi quand en plein cœur de Jérusalem on a découvert un tunnel. On regarde. בבוקר באו איזה 140 טנקים, היינו שם 13-14 טנקים, והשמדנו את כולם. זה היה ביום הראשון של המלחמה. היינו בעמדות, הם היו בתנועה, כמעט כל המפקדים נהרגו לי בקרב הזה. כשאני אימנתי את הגדוד לפני המלחמה, אז תמיד כשהיינו יורים ופוגעים במטרה, תמיד שם עוד 2 טנקים בצד. אם פגעת, תעבור מהר לשני, תעבור מהר לשלישי. דבר שאף פעם לא אימנו ואני אימנתי, כי אני כבר ידעתי שזה מה שצריך לעשות, כי אם יש לו 5 פגזים והוא פגז בפגז השני, אז אני רוצה שהוא ינצל את הפגזים, אז מהר הוא עבר. וככה אימנתי את הגדוד שלי, והם ירו טק, 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 צורה כזאת, וגם הטווחים היו קצרים מאוד. Et en fait, ce tunnel permet de découvrir le passage, la route des Olé Regel, des pèlerins qui venaient au Beth Amikdash depuis la Brechat Shiloach, où ils se réunissaient là-bas, le bassin de Siloé, et qui remontaient vers le Beth Amikdash pendant les fêtes de Aliyah la Regel. Et en fait, lorsque les fouilles ont commencé, alors ça s'est fait par étapes. On avait déjà découvert le bassin de Siloé. Ensuite, en continuant les fouilles, en remontant vers le mont du Temple, on a découvert une canalisation. Donc forcément, s'il y avait une canalisation, il y avait aussi une rue qui passait au-dessus. Et lorsque les fouilles ont continué, eh bien, c'est ce qui a été découvert. C'est cette route, cette rue magnifique. Une rue qui fait plus de 600 mètres de long, 8 mètres de large. Une rue qui est construite avec des matériaux exceptionnel. On parle d'il y a 2000 ans quand même, c'est quand même quelque chose de fantastique. Et pendant ce temps, certains se demandent s'il faut fêter Noël ou Hanouka. Qui dit ne mangez pas de dinde le 24 décembre? Il y a marqué manger la nourriture cachère dans une fête non juive et comme s'il mangeait le sacrifice aux idoles. Ça, c'est dans le Talmud, c'est Rabbi Ishmael qui le dit, c'est pas moi. Mais excuse-moi, c'est une absurdité gastronomique ce que tu dis. Non, pas du tout, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas une question de gastronomie, c'est une question de rites et de rituels et d'objets de culte, en fait. C'est ça le problème, c'est que, en fait, par exemple, la dinde n'est pas interdite à manger. La dinde, on peut la manger. Mais précisément au moment où les idolâtres la mangent, c'est une interdiction car on pourrait penser, et c'est considéré comme si on mangeait
les viandes des idoles. On a aussi parlé d'avenir cette semaine, ce qui va changer dans la région et ce qu'il faudrait changer. Et ce que nous avons fait avec i24 News, c'est rentrer en contact depuis plusieurs années déjà avec ces pays-là, grâce aux médias en arabe, et de pouvoir avoir dans nos studios, pratiquement quotidiennement, des débats avec des gens du Bahreïn, avec des gens des Émirats, avec des gens du Koweït, avec même des gens d'Arabie Saoudite, et des Palestiniens et des Israéliens, et commencer à créer des passerelles. Et puis, plus le temps s'est déroulé, ces passerelles se sont transformées en ponts. Et aujourd'hui, la signature de cet accord entre i24 News et Abu Dhabi Media vient cristalliser cette relation. Et je dirais qu'il y a quelque chose à la fois de doublement historique. C'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des médias qu'un média israélien, ou en tout cas basé en Israël, signe un accord avec un pays arabe, parce que Abu Dhabi Media n'est pas un groupe privé. C'est un peu comme France Télévisions en France. C'est le premier groupe public, comme vous l'avez rappelé, qui détient 23 médias à la fois télé, radio et presse écrite. Et puis, il y a une deuxième dimension historique dans cet accord, c'est que généralement, les médias sont là pour observer, pour commenter. Eh bien, dans cette dynamique des accords d'Abraham, les médias sont devenus des acteurs de la paix en venant illustrer cette signature qui a été enclenchée à Washington au mois de septembre. Le coût de la vie en Israël est insupportablement élevé. Les familles sont nombreuses. C'est scandaleux de priver des enfants de fruits et de légumes sous prétexte de protéger les kibboutz et les moshav parce que le gouvernement n'a pas le courage de les subventionner en direct. On n'arrive pas en Israël à rebattre les cartes sociales et les cartes économiques qui ont été distribuées dans les années 50 et 60. Le pays doit un petit peu se tourner vers l'avant, arrêter de se reposer uniquement sur la high-tech. Toutes les structures doivent être remaniées et il faut que les agriculteurs israéliens aient le même mode de vie que les agriculteurs du monde entier, que le gouvernement les subventionne et que nous, on ait accès à des produits importés et en quantité. Et dans le premier numéro de Sofash So Good, vous avez adoré ces good deals. Elle revient tout juste de Dubaï. Elle a plein d'idées pour vous, surtout si vous avez envie de vous détendre et de partir en vacances. C'est Dalia de Booker Online. Salut Dalia! Hello Cathy! Alors c'était bien Dubaï? C'était génial! Vraiment, c'est à faire. Je vous le conseille. C'est le pays où il y a tout est possible, c'est simple. Du plus simple au plus fantastique, il y a tout. Alors, mais il paraît que c'est très cher. Alors, non, on va nuancer, d'accord? Parce que c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il y a, c'est que les Dubaï, ils ont tout compris. Ils nous font les hôtels super pas chers. Donc, du coup, on a où dormir. On se débrouille pour manger. Pour ceux qui veulent manger cachère, il y a du cachère sur place. Ça, par contre, c'est vrai que c'est un peu cher. Donc, vaut mieux amener à manger avec soi. Mais après, voilà, au niveau des attractions, il y a un peu de tout. On peut trouver les attractions qui sont très chères comme les hélicoptères, le ski qui est un peu cher quand même pour 2 heures, 250 shekels. Mais sinon, le reste, après, voilà, on peut rentrer à Global Village, ça nous coûte 15 dirhams. On a un peu de tout. Qu'est-ce que c'est Global Village? C'est quoi Global Village? Global Village, c'est un genre de village fantaisiste, un peu comme ça. On a l'impression d'être dans Disney, dans le monde enchanté de Disney. On voit tous les pays, l'Iran, l'Égypte. Et quand on arrive, alors on leur dit qu'on est d'Israël, ils sont époustouflés. Ah, vous êtes d'Israël, mais bienvenue. On attend qu'une chose, c'est qu'il y ait aussi votre village à vous. Donc c'est très mignon, c'est très sympathique. C'est avec plein d'objets comme ça qui sont spécifiques à chaque pays. Et c'est super sympa, c'est une très très bonne ambiance. Et c'est à faire. Ok, alors les hôtels, il paraît que les chambres, c'est pas des chambres, c'est carrément des salons. Il y a de tout. On a vraiment de tout. Alors, on a de l'appart-hôtel luxueux 5 étoiles à l'Atlantis ou le Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles. On a un peu de tout. Ce qui est sympa pour les familles, ce que j'ai testé, c'est pour les familles d'être dans des appart-hôtels parce qu'on a la possibilité d'avoir une cuisine, des chambres, d'être tous ensemble, de pouvoir manger ensemble Shabbat le soir. Voilà, donc ça reste très correct au niveau prix et en même temps au niveau du standing qui est vraiment luxueux pour un prix. Ça veut dire quoi? Parce que moi j'aime bien les détails dans ce Sofash So Good, on donne vraiment des bons plans, enfin on essaie en tout cas. C'est quoi louer un appart-hôtel à Dubaï, luxe? Un appart-hôtel, alors il y en a des appart-hôtels par exemple du site Marina, qui est vraiment vue sur la marina, dans lequel vous avez
une tour, en fait c'est des gratte-ciel de presque 40 étages à peu près, et vous avez à chaque fois des appartements de 2 chambres à coucher avec un salon salle à manger, d'un standing de haut niveau de 5 étoiles en Israël, c'est vraiment des suites de luxe avec la cuisine tout équipée. Donc vous avez le four, le frigo, le machine à laver, lave-vaisselle, absolument tout compris, mais d'un super haut standing digne d'un hôtel 5 étoiles en Israël. Ok, bon, alors ça c'était, on va dire, pour Dubaï. Alors, ça c'est sur la marina, mais on peut être aussi dans le downtown. Le downtown, on peut être aussi dans des appart-hôtels, il y a les Damac, dans chaque hôtel, en fait, ils vous proposent ces formules-là pour les familles. Et ce qui est sympathique dans le downtown, c'est que on est proche du Burj Khalifa, donc on peut visiter plus ou moins le quartier, même Shabbat si on est chômeur Shabbat, et éventuellement même passer Shabbat avec la communauté juive, ce que moi j'ai passé avec la communauté juive de Dubaï. C'était super sympa, très intéressant, très instructif. Et donc voilà, on se balade un petit peu, tout est très intéressant en fait à Dubaï. C'est tout à fait dépaysant, on va dire, c'est nouveau. On a halluciné, quoi, j'imagine. C'est relaxant, on sort du stress quotidien parce qu'on a vraiment, alors là j'en profite pour faire une petite parenthèse, Cathy, on a vraiment du mérite d'habiter en Israël. Parce que quand on sort d'Israël, on se rend compte comment c'est beaucoup plus détendu. On nous accueille avec plaisir. Tout est bonjour madame, merci madame. C'est extraordinaire. Alors qu'en Israël, on est vraiment ballotté à droite à gauche. Donc vraiment chapeau à tous ceux qui habitent en Israël. On est vraiment des héros. Voilà, on est des héros. Alors ça, vous nous avez parlé de Dubaï. Je suis d'accord, nous on est des héros, mais il y a des héros qui veulent rester ici en Israël pour se détendre. Mais oui, parce qu'on peut y arriver malgré tout. Faut bien chercher, mais on peut y arriver. On peut en profiter aussi. Alors, il y a plusieurs formules. Alors, si vous avez envie de faire plaisir à votre femme, à vos enfants, à votre famille, à vos parents, vous pouvez vous retrouver dans une suite luxueuse à Migdal. Alors, on a sorti de nouvelles formules cadeaux avec la possibilité de ballons dans la suite, de massages, de chef gastronomique pour pouvoir vraiment kiffer son week-end, ouais. Voilà, le week-end. Alors, le trick, on va dire, que nous, on conseille, c'est de venir en semaine. Alors, je donne un petit tip pour les mamans solo, puisque je connais ça de près, de partir en semaine, parce que ça vous permet d'avoir des tarifs beaucoup plus avantageux et de profiter de partir seul quand les enfants sont chez le papa. Donc, du coup, vous partez avec des amis, vous vous faites plaisir, ça vous fait du bien, vous revenez vers vos enfants, pleine de force, pour pouvoir continuer Ok, alors là, on parle de Migdal, c'est ça? On parle de suite, piscine, avec plein de services qu'on peut commander chez Booker Online. Alors cette semaine, on va donner vos coordonnées parce que je me suis fait tirer les oreilles. La dernière fois, on s'est quitté, on vous a cherché ensuite, on vous a plus trouvé. Alors, votre téléphone, comment on fait pour réserver? Alors, pour réserver, c'est le 072 333 75 77. Et ça coûte combien, Migdal? Alors, Migdal, en semaine, vous pouvez y arriver pour 3-4 jours dans les 1000-1500 shekels. Pour combien de personnes? Alors, ça, c'est ça dépend des suites. Si vous êtes sur une suite d'une chambre, vous avez également les possibilités avec les familles. On a jusqu'à 9 personnes dans la même suite. C'est une suite de 4 chambres à coucher. Donc, en fait, ça dépend. Vaut mieux m'appeler. Je vous donne exactement toutes les informations. C'est plus simple. Mais c'est dans cet ordre de prix, suivant les dates et suivant le nombre de personnes. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un très bon plan, surtout si on a envie de se faire chouchouter. Voilà, il n'y a pas de test de corona, on l'avait dit la dernière fois, c'est toujours la même histoire, donc c'est assez simple, pratique, et on peut se décider sur un coup de tête. Donc ça aussi, c'est important de le préciser. Alors, Migdal, ok, évidemment. Je le précise, Cathy, parce que vous le relevez. On ne peut pas partir sur un coup de tête à Dubaï pour le moment. C'est pas possible avec tout ce qui se passe avec le corona. Nous, on privilégie les passeports français pour être sûr qu'avec le visa, il y a pas de problème. Mais ne faites pas l'erreur de croire qu'on va pouvoir partir comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Prenez votre temps, suivez les règles. Ça, c'est vraiment un mot d'ordre très important à Dubaï. Il y a des règles, il faut les suivre. Celui qui les suit,
tout se passe super bien. Celui qui veut le faire en croyant qu'il va pouvoir jongler et se dire que c'est comme en Israël, on fait un petit peu à sa sauce. Ça marche pas. Il y a des règles précises, il faut les suivre. Ok, alors on a parlé de Dubaï, on a parlé de Migdal, évidemment l'incontournable, Eilat, c'est toujours au programme. Alors un nouveau plan, parce que franchement les hôtels sont quand même très chers. Est-ce qu'il y a des offres un peu sympas pour cette fin de semaine? Alors là, on a sorti une nouvelle offre en exclusivité avec Booker. C'est le Malkat Sheba, le Queen of Sheba, l'Hilton. Vous avez donc une semaine pour 7 jours. Vous vous retrouvez pour un couple, vous êtes à 850 shekels la nuit, donc c'est vachement abordable par rapport au prix qu'il y a sur place. Ça reste le Hilton, donc le standing Hilton, avec la vue sur la mer. C'est en demi-pension ou en petit-déj? En petit-déj? Ça y est, tellement c'est alléchant. Comment? En petit-déj? En petit-déj, oui. En petit-déj. Possibilité d'upgrader si vous voulez sur place. Mais bon, vu que les restaurants ont réouvert, je vous suggère de pouvoir un peu sortir. Ça nous fait du bien. On en a besoin. On a besoin de s'aérer. On a besoin de voir un autre cadre. Donc, allez-y, profitez. Au contraire. Donc on reste, on prend le petit-déj, la formule petit-déj, et puis on profite de la ville, on fait travailler les restaurateurs qui en ont bien besoin, et on se détend. Voilà, les restaurateurs, n'hésitez pas à faire travailler les restaurateurs, les guides. Vraiment, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de le faire, et il faut y aller, quoi. On y est tous. Ça nous fait du bien. Il faut pas hésiter, en fait. On se rend pas compte, mais ça nous fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. On est très contents pour vous. En tout cas, on vous retrouvera avec plaisir dans une autre émission de Sofa So Good. Merci Dalia. Merci Cathy. Ciao. À plus. Ciao. Chaque semaine dans Sofa So Good, on a pris l'habitude de vous présenter un réalisateur ou une réalisatrice israélienne pour vous parler d'un film, d'une série qui l'a marqué. Cette semaine, c'est Keren Ben Raphael, réalisatrice franco-israélienne, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Son dernier projet, c'est le très joli film À cœur battant, sorti sur les écrans en France fin septembre et qui vient d'être primé au Festival juif de Varsovie, à Toronto, au Festival de Berlin et même au Japon. L'occasion rêvée de vous en montrer un petit bout, car Corona oblige, pour l'instant on ne l'a pas encore vu, mais on m'a dit qu'au mois de janvier, grâce aux cinémathèques d'Israël, on pourra le voir dans certaines salles, notamment à Haïfa. Alors c'est l'histoire d'un couple qui vit en Zoom, et d'un bout à l'autre du long métrage, on y parle de différences culturelles, d'amour et d'Israël, bien sûr. On regarde tout de suite un extrait. Vous allez me dire que je ne peux pas voir mon fils grandir à cause d'un papier? Vous avez commencé vos démarches en Israël, vous devez les continuer en Israël. Écoute, ça va être comme si j'étais jamais parti. Ok? Bonjour Keren, bravo pour cette flopée de prix. J'avoue qu'on a envie d'en voir encore et encore un petit bout. Vivement les projections en Israël. Oui. Alors vous avez été surprise par cette flopée de prix que vous avez récoltée? On est toujours un peu surpris, mais c'est vrai que le film, suite à cette drôle de période de Covid, de distanciation sociale et tout ça, c'est vrai que le film, j'ai l'impression qu'il touche beaucoup plus de monde. Eh bien oui, parce que les personnages ne se rencontrent pratiquement pas dans votre film. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que les gens ils s'identifient beaucoup plus maintenant à ça. Ils se sont habitués à parler par des appels vidéo. Et du coup, quand ils voient le film, ils sentent qu'ils comprennent la situation beaucoup mieux, en fait. Ouais, c'est clair. Alors, on s'est dit qu'on aimerait connaître, vu votre double culture, vous êtes israélienne, bien sûr, mais vous avez étudié en France, travaillé dans les deux pays. Quel est le film que vous nous conseilleriez de voir? Voilà, un film israélien, peut-être. Alors oui, j'ai pensé à un film que j'avais vu il y a quelques années, c'est un film assez récent, je crois de 2017, qui s'appelle en hébreu Bait Bagalil, en anglais Outdoors. C'est un film de Asaf Saban, et un film qui a pas mal réussi en Israël. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il touche un peu à cœur battant le film que moi j'avais fait. C'est un film qui parle d'un couple pendant la période de construction d'une maison. En fait, ce qui est assez étonnant dans ce film, c'est qu'il a été vraiment tourné pendant la construction d'une vraie maison. Et ce qu'on voit pendant le film, c'est comment le couple
qui est pourtant un couple, on sent bien qu'ils s'aiment et tout ça, un peu comme dans mon film d'ailleurs, vont peu à peu, suite à toutes les problématiques qu'on peut imaginer qui sont quand on construit une maison. Eh ben oui, il paraît que c'est la meilleure façon de divorcer, c'est de faire des travaux. Voilà, exactement. Et donc, le couple peu à peu vont vraiment s'éloigner. Et déjà, le film, il a été vraiment tourné pendant longtemps. C'est-à-dire, c'est pas comme un film normal qu'on tourne pendant un mois ou quelques semaines, et voilà. Il était vraiment tourné pendant, je crois, 2 ans, sur le week-end. Et donc, on sent le temps aussi dans ce film. Et on sent quelque chose de très juste, de très vrai, dans cette symbolique de la maison qui s'est construite alors que leur relation se détruisent, quoi. Ouais. Justement, Keren, qu'est-ce qu'on va apprendre quand on est francophone, qu'on vient de débarquer, qu'on fait son alia ici? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce film? Qu'est-ce qu'on peut garder ou comprendre de la société israélienne? Il y a plein de choses parce que c'est un film entièrement israélien, Beit Bagalil. On sent vraiment à la fois des choses sur les différences femmes-hommes, même s'il ne s'agit pas d'un truc banal où l'homme est genre vraiment macho et la femme qui fait tout. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus nuancé que ça, mais on peut vraiment comprendre des choses sur quand même les places des femmes et de l'homme dans la société israélienne et aussi peut-être de la liberté qu'on a ici, je dirais peut-être plus qu'en France quand même, d'aller se chercher en fait et d'aller, c'est ce qui arrive au personnage masculin dans les films qui va en fait un peu avoir besoin d'un peu chercher de nouveau qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie alors qu'il a presque 40 ans dans le film. Mm-hmm. Et cette liberté est assez belle en fait, je trouve. C'est ça qui va aussi mettre les relations un peu en péril. Ouais, mais c'est assez beau en même temps de voir qu'on a cette place-là. Et je crois qu'en Israël, ce qui est très fort dans notre société, c'est qu'on a toujours le droit d'aller se chercher de nouveau comme on le fait après l'armée où on va faire un grand voyage et comme quelques années après, on va refaire un grand voyage. C'est quelque chose d'assez israélien, je trouve. Voilà, et ça, c'est vrai que ça va peut-être décomplexer les Français qui arrivent ici et qui doivent changer de métier, changer de vie, tout recommencer à zéro. Apparemment, ça donne des forces pour faire ce genre de transformation. Et bien, écoutez, on va regarder ça avec attention. Merci, Keren. De rien, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir de vous avoir. Alors, on note qu'en janvier, on pourra voir enfin sur les écrans en Israël à cœur battant. Alors, pas sur les écrans parce que le cinéma... À la Cinémathèque. Voilà, ce sera des screenings virtuels en fait. Ok, organisés par les cinémathèques de la ville. Ok, voilà. Merci beaucoup Keren. Merci. Ciao, Batzlacha, bye bye. La fin de la semaine est aussi le moment privilégié pour cuisiner dans Sofage So Good. Cette semaine, notre guide s'appelle Frédéric Simonin. Un ovni comme on les aime. Première étoile Michelin à 27 ans. En 2004, avec son titre de jeune chef de l'année, il est repéré par Joël Robuchon qui lui confie son nouveau restaurant, la table de Joël Robuchon. 2 ans plus tard, il décroche 2 étoiles Michelin, bien sûr. Et aujourd'hui, il dirige son propre restaurant, 25 rue Bayenne à Paris, restaurant étoilé bien sûr, et donc il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer, partager une recette facile paraît-il. Alors on va voir si c'est la vérité, il est avec nous. Salut Frédéric. Salut Cathy. Super contente de te retrouver. Voilà, alors nous on est à Jérusalem, toi tu es à Paris, c'est la magie. Alors t'es pas avec nous, mais apparemment tu as une assiette d'avocat. C'est pour nous faire un petit clin d'œil. Ce que je vais t'expliquer dans le tour de main, c'est généralement, tu sais, on aime bien avoir un avocat, écraser la fourchette avec un peu de coriandre, de l'ail, de l'oignon, un petit jus de citron, un petit piment et autres. Ce qu'on pourrait appeler le guacamole, parce que c'est l'origine à la base de l'avocat. Et si tu veux, je vais vous montrer une technique. Bon, juste pour ouvrir l'avocat, retirer le noyau assez rapidement, mais surtout pour garder la couleur verte du guacamole sans que ça s'oxyde. Ok. Et en plus, ce n'est pas parce qu'on met trop de jus de citron que ça va rester vert. Parce que si tu veux,
La particularité de l'avocat, c'est d'avoir quand même ce côté gras et un petit peu rond et doux. Et si on met trop de citron, c'est trop acide et forcément, c'est pas terrible. Donc il y a un truc pour préparer le guacamole à l'avance et le garder bien vert. Absolument. J'adore. Cathy, parce que je sais que tu es une femme de goût, que tu adores la bonne cuisine aussi. Exact. Et donc, c'est important de partager avec tous nos concitoyens israéliens et français qui sont sur notre terre promise. Alors, comment on fait? Comment on commence? D'abord, est-ce qu'il y a une façon de le découper, une façon de l'éplucher, de le choisir aussi? Ça, tu vas nous le dire peut-être après. Donc, pour choisir l'avocat, je t'explique. Il faut éviter quand même de toucher un avocat et d'appuyer comme ça parce que on va appuyer, l'écraser et on va le faire noircir. Donc, l'une des meilleures techniques pour l'avocat pour voir s'il est mûr, c'est de mettre les doigts sur le pédoncule qui est là. Ok. Et juste t'appuies légèrement. Et si ça part comme ça, sans forcer, il est mûr. D'accord. Bon, ça déjà, on a appris quelque chose. Voilà, donc je te remontre. Tu vois, il y a le petit pédoncule qui est là. Tu appuies légèrement comme ça, hop, ça se retire. Voilà, c'est mûr. Ouais, magnifique. Donc, on avait tout faux quand on est dans les étals et qu'on touche les avocats, voilà, on appuie, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Ouais, c'est une erreur parce que tu appuies, tu l'écrases et après il noircit, il s'oxyde. Tu vois, comme une pomme verte, une Granny Smith, si tu l'appuies, le jus sort et ça s'oxyde. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors bon, l'avocat, donc on le fend en deux, tu vois bien, avec un couteau comme ceci. Je vous rappelle qu'il a quand même 2 étoiles Michelin, donc franchement, concentrez-vous. L'avocat, on le tourne comme ça et tu vois. Ok. Magnifique. Ensuite, avec le cul d'un couteau, comme ça, on met un petit coup ici, on tourne et on retire le noyau. Génial. Voilà, tout le monde. Je vais le faire sur un deuxième avocat pour te remontrer. Donc, tu coupes l'avocat comme ça, tu l'ouvres, hop, et tu retires le noyau comme ceci. Ensuite, avec une cuillère, on va faire des petits morceaux d'avocat et surtout, bien venir gratter le verre de l'avocat. Tu vois, tout ce verre qu'on voit là. Ouais. On va le faire comme ceci. Voilà, donc il faut bien gratter avec une cuillère. Alors, mais c'est marrant parce que ton avocat, la peau, elle reste bien dure. C'est pas toujours le cas, quoi. Ça veut dire que il est vraiment à une maturité parfaite, quoi. Ah oui, oui, absolument. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de prendre une cuillère en inox parce que l'argenterie, ça oxyde, tu vois, avec le produit. Donc, cuillère en inox, cuillère en bois, ça marche aussi ou c'est plus facile en inox? Bien sûr. Ok. Une cuillère en bois, tu vois. Tu vas servir ça dans ton restaurant pour ta prochaine carte, quand tu vas réouvrir après le confinement? Alors, en fait, j'ai déjà fait ce plat, si tu veux, version cachère et pas cachère, parce que j'ai pris l'avocat et j'ai fait une gelée d'eau de tomate au basilic. Donc après, si tu mets des dés de tomate, par exemple, avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, de la coriandre, une petite huile de citron, quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Et après, si tu fais une version taref, donc pas cachère, on sait ce que c'est, tu mets du crustacé, nous on met du tourteau ici et les gens sont contents. Tu vois, d'accord, donc il y a les deux versions. Alors. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais te montrer, en fait, le secret, c'est que tu prends un tout petit peu d'huile d'olive dans une poêle, une toute petite lichette, pas trop, tu vois. Ah, mais ça, c'est le vrai secret, là, pour le coup. Il faut faire chauffer l'huile d'olive? Ouais, un tout petit peu, tu vois. Je fais chauffer la poêle avec l'huile d'olive. Je mets un petit peu de fleur de sel avant. Et pourquoi avant? Parce qu'en fait, le sel va fondre avec l'huile d'olive et la chaleur. Tandis que si tu mets du sel après, le temps que le sel fonde, l'assaisonnement, ça change. Donc, on met à froid l'huile d'olive et le sel en même temps. On fait chauffer l'huile dans la poêle et après, on le mélange dans l'avocat? Ouais, absolument. Ok. Alors, pareil, le citron. Souvent, tu sais, les gens coupent le citron de cette manière-là. Je te montre. Donc, il faut retirer l'étiquette, bien sûr. C'est mieux. Ils coupent le citron comme ça. Le problème, c'est que quand tu es comme ça, tu as souvent des pépins. Et quand tu presses ton jus de citron, je vais te montrer, si on presse comme ça, tu vois, tu t'en mets sur les doigts. Alors, je vais te montrer une façon de faire le citron qu'on appelle à la mexicaine. Tu prends ton citron, tu le coupes dans la longueur en laissant le milieu. C'est pas grave, tu pourras le récupérer pour faire autre chose, mais
C'est génial parce que c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, et pourtant ça change tout. Ouais, et si tu fais ça, donc là tu sors le jus, tu vois, le jus presse. Et il n'y en a plus sur les doigts. T'as rien sur les mains. Magnifique, extraordinaire. Là, on retourne ici, tu vois, hop. Donc, très rapidement, je fais revenir mon avocat. Ah, on fait revenir l'avocat, d'accord. Donc, sans coloration. Ça veut dire quoi sans coloration? 1 minute, 2 minutes? Il ne faut pas qu'il y ait de la coloration, il ne faut pas que ça colore. Et si tu veux, je vais te montrer, tu vas voir. En fait, on saisit la chlorophylle de l'avocat très rapidement, tu vois. Et en fait, l'avocat, regarde, il est devenu encore plus vert. On a fait ressortir la chlorophylle de l'avocat, c'est ça? Exactement, ouais. Et donc après, bon, on déglace avec un petit jus de citron. Donc tu vois, tu déglaces comme ça, voilà. Et directement, je mets mon avocat dans le bol blender pour le mixer. C'est quand même une petite préparation, d'accord. C'est pas, on n'écrase pas l'avocat à la fourchette, quoi. J'aurais pu le faire à la fourchette et le mettre sur un cul de poule avec de la glace. Alors un truc qu'il faut pas oublier, Cathy, regarde, j'ai de la pulpe d'avocat ici et là. Ouais. Forcément, c'est gras. Donc pour avoir un équilibre, il faut mettre un tout petit peu d'eau. Donc une petite lichette d'eau. Hop, comme ça, tu vois, histoire de bien récupérer tout l'avocat avec le citron qui est là. On refait chauffer un petit coup. Ouais, histoire de récupérer tout, tu vois. Regarde, je fais ça, un tout petit peu. Ça va faire du bruit parce que je mixe un tout petit peu. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, on a bien compris que c'est facile à faire, mais ça prend quand même un petit peu la main. Alors, je sais pas si tu vois maintenant. Ah ouais, c'est une jolie couleur, belle purée d'avocat. Voilà, donc ensuite, bon après, je te montre, hein, tu sais, tu prends ton cul de poule, tu mets un petit peu d'ail haché dedans, un peu de jus de citron, un peu d'oignon, tu mets ta pulpe d'avocat comme ça dedans. Ouais. Elle est bonne? Tu vois? Et l'avocat est très très bon. Tu mets un petit peu de piment d'Espelette avec. Ça marche aussi. Alors, est-ce qu'on peut le garder longtemps? Alors, quand tu le fais comme ça, après, un conseil que je vais vous donner encore. Je prends une poche à douille et admettons, tu veux conserver ton guacamole. Donc, tu prends ta pulpe d'avocat. Donc là, si on veut le conserver, on met pas l'ail, on met pas tout, on rajoute rien, on le laisse comme ça, tel quel. Tu peux mettre l'ail, l'oignon. Ça craint rien, on peut aussi avec, d'accord. Bon, j'avais des petites quantités, bien évidemment. Regarde, Cathy, je récupère un noyau d'avocat. Ok. Je le mets dans la poche. Je mets le noyau dans la poche. Je retire un max d'air pour pas qu'il y ait de l'air dedans, ok? Ouais. Je me suis tenu. Je fais ça comme ça, donc je ferme ma poche. Et ensuite, je peux mettre ça au frais. Tu es d'accord avec moi? Donc, je peux couper là pour que ça soit plus propre. Mais j'ai toujours mon noyau d'avocat qui est là, tu vois? Tu vois le noyau d'avocat? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, et ça permet de conserver mon guacamole comme ça, sans qu'il s'oxyde 2 jours facilement. Mais c'est génial. Mais écoute, vraiment, Frédéric, merci pour ce tour de main. C'est tout ce que tu nous as appris, hein, le citron, l'huile, le guacamole, la conservation. Merci beaucoup. C'était vraiment très instructif et un plaisir de te voir dans ta cuisine. Merci, Cathy. Est-ce que tu projettes de revenir nous voir bientôt? Mais bien sûr, tu le sais bien, non? Tu sais bien ce qu'on dit à Pessard à chaque fois, non? L'année prochaine à Jérusalem. Bon, alors là, pour l'instant, on est plus près de Pourim que de Pessard. On espère que, que tu pourras venir nous voir bientôt. Merci en tout cas. On se retrouvera une prochaine fois pour un autre tour de main. Ça marche. Merci, Cathy. Je t'embrasse fort. Allez, ciao, bye. Vous le savez, les histoires d'Alia nous passionnent. Chacun représente un maillon de l'histoire contemporaine d'Israël. Et alors, dans Sofa So Good, chaque semaine, on fait la connaissance d'un olé. Aujourd'hui, c'est Jérémy Ben Samoun qui est avec nous. Il a plus de 15 000 followers sur sa page LinkedIn. Pour quelqu'un qui ne voulait pas vivre ici, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Alors, apparemment, ça a été plutôt une décision positive. Vous avez bien fait de venir. C'était la meilleure décision de ma vie.
Voilà, ça commence fort. Bon, pourtant, pour vous, c'était plutôt les vacances Israël et vous imaginiez un peu la vie ici sur fond de galère salariale, de call center, de petits boulots. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé ? C'est vrai que quand on arrive en Israël, on a une image où on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas envie de faire des petits boulots. C'est vrai que quand on arrive un petit peu français avec son bagage, on est un petit peu fier. On dirait je travaillerai jamais dans un restaurant ou quoi que ça. Et donc, moi, j'ai décidé de tenter l'aventure en commençant par le kibbutz. Mais qu'est-ce qui vous a quand même motivé ? Parce que vous étiez, on va le résumer, mais vous bossiez chez Sandro, vous avez bossé chez Estée Lauder. Comment on décide un beau jour de tout quitter et de partir en Israël ? Dans la vie, des fois, on a envie de changer d'ambiance, changer de se donner des challenges. Et il s'avère que la France, ça devenait un petit peu... J'avais envie de quelque chose de nouveau. Je voulais les États-Unis, je voulais le Canada. Je me suis rendu compte que j'avais pas les moyens du tout d'y aller là-bas. Et au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter là-bas ? Je sais qu'il y a... J'ai un de mes cousins qui m'a dit, allez, vas-y, tente l'expérience. Il y a beaucoup d'Américains dans les kibbutz. Fonce et tu verras bien. Alors justement... Et après, je tombe amoureux. Après, vous êtes tombé amoureux, c'est tant mieux, vous n'êtes pas le seul, je crois. Alors, ok, fonce, part au kibbutz, etc., mais il faut de l'argent pour ça. Comment vous avez fait ? Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'avec les programmes Massa, vous pouvez bénéficier de bourses en fonction des moyens que vous avez. Je m'étais dit, c'est la deadline. J'ai la bourse, j'y vais, j'ai pas la bourse, j'y vais pas. Vous vous rappelez de ce moment, vous avez la réponse ? Je me rappelle très bien de ce moment. Je travaillais pour un groupe, le groupe Numéricable. J'étais là-bas et j'attendais la réponse. Je reçois un mail, j'ai même pas ouvert le mail, j'ai juste imprimé le papier. Je suis allé l'ouvrir, je me suis caché un peu dans les toilettes pour ouvrir. Et là, je vois que je reçois la bourse. Je me dis, ça, il va falloir que je l'annonce à ma mère. Donc ça y est, c'était à ce moment-là que vous avez pris la décision, j'imagine. Alors, le kibbutz, vous arrivez là-bas, vous commencez à travailler la terre, c'est carrément le changement, quoi. On peut pas dire mieux. Alors là, vous arrivez, où vous avez travaillé plusieurs années en costume, et là, vous vous retrouvez en habit de fermier. Vous levez à 5h du matin, parce qu'en Israël, jusqu'à midi, après, il fait très chaud, donc de travailler dans les champs, c'est très dur. Donc, c'était vraiment le choc culturel. Bon, alors, comment on gère ça, et comment, finalement, après le choc, on tombe amoureux ? Au début, c'est pas facile parce qu'il y a la langue. Après, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de s'adapter et de parler avec ses mots. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a des gens en Israël qui sont, comme on dit, Ben Adam Zahav, des gens en or. Et qui prennent soin de vous comme une famille. C'est-à-dire que vous avez quitté une famille, vous vous sentez seul. Et vous vous retrouvez avec vraiment beaucoup d'amour que vous n'aurez jamais espéré dans d'autres pays où les gens veillent après, ils font attention les uns aux autres, ils vous invitent le Shabbat, ils vous posent des questions, ils s'intéressent à vous. Voilà, combien de fois, voilà, je le dis maintenant sur la chaîne, mais combien de fois j'ai fait de l'autostop avec des gens et qui m'ont pris jusque où j'avais besoin, parce que je vivais dans une région qui n'était pas très dangereuse, mais des gens avec une mentalité différente et beaucoup plus accueillante. Alors, premier kibbutz, Sde Eliaou, deuxième kibbutz, vous réalisez le rêve de votre vie, parce que, ok, vous étiez en costume, vous travailliez dans des grosses boîtes, etc., mais vous rêviez de faire du vin. Voilà, moi j'ai toujours aimé, c'est exact, merci Cathy, j'ai toujours aimé l'œnologie. Et je suis arrivé dans ce kibbutz qui n'était pas religieux, parce que dans l'autre kibbutz, c'était un kibbutz religieux. J'étais le seul garçon avec une kippa de tout le kibbutz, donc tout le monde me connaissait. Et on m'a dit, toi, t'es chômeur Shabbat Kashrut ? Allez, on t'a trouvé un job dans le kibbutz, on va travailler dans le vin. Donc c'était un coup je travaillais, un coup je buvais un petit coup, un coup je travaillais, un coup je buvais un petit coup. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vous êtes en forme. Voilà, alors vous êtes resté longtemps à boire des petits coups en travaillant ? C'était professionnel, il fallait goûter quand même. C'est sûr, je comprends. Bon alors après tout ça, parce que quand même vous étiez venu aussi en Israël pour apprendre l'anglais, vous vous retrouvez à vous engager dans l'armée. Comment on passe toutes ces étapes ? Alors quand vous faites l'Alia et vous allez dans un Ulpan, vous retrouvez avec beaucoup de jeunes qui font l'Alia tout seuls et qui rentrent à l'armée. Et vous voyez un petit peu leur programme et comment ça va se passer. Et plus ça va, plus vous dites, j'ai envie de donner un peu plus à mon pays. Parce que c'est pas juste prendre. En Israël, c'est donner. Et donner, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. Et du coup, c'est que voilà, je me suis embrigadé dans ça et ça allait très vite. Et je me suis battu parce que j'étais assez vieux, j'avais 26 ans. Et après, c'était parti. Allez, qu'on vous donne l'uniforme, on vous donne les bottes. Et c'est parti avec des enfants de 18 ans qui savent à peine tenir une arme parce que c'est trop lourd.
Ok, donc c'était pas évident. Vous êtes battu, vous avez réussi à être combattant dans le corps d'armée Givati. Alors, pourtant, votre premier contact avec l'armée, vous vouliez donner de votre énergie, de votre sionisme à l'État d'Israël. Pourtant, le commandant qui vous a accueilli, lui, il est un petit peu surpris de vous voir là. Alors pour le coup, c'est vraiment une histoire marrante. C'est que j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec un commandant d'une base de Tibériade qui m'a reçu et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Rentrez en France, vous avez votre petite baguette tous les jours, votre pipain au chocolat, votre café au lait, vous êtes bien avec vos parents. Qu'est-ce que vous voulez faire là ?» Et Ok, j'imagine que c'était surprenant. C'était assez surprenant déjà de rencontrer un général de l'armée d'Israël qui me dit ça. Et en fait, après, j'ai bien compris que c'était un test pour voir mes motivations. Ok, alors vous finissez l'armée, vous revenez à la vie civile, vous décidez évidemment de rester, puisqu'entre-temps, après être tombé amoureux d'Israël, vous êtes tombé amoureux de votre femme, donc ça c'est plutôt sympa pour choisir de continuer sa vie en Israël. Comment vous avez trouvé du boulot ? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Les gens, c'est vraiment le point noir. On se demande comment on va faire, on va jamais retrouver notre nouveau compétence, on n'a pas la langue, on n'a pas les contacts. Comment vous avez fait, vous ? Alors, c'est un travail de longue haleine. Il faut chercher, il faut s'intéresser, il faut parler à tout le monde. Et comme vous savez, en Israël, les gens sont très accessibles. Alors moi, j'ai eu la chance avec ma femme que c'est une personne qui vient de Londres, donc j'ai eu les contacts des Olim Hadashim de Londres, ensuite des Américains. Donc, il faut discuter avec tout le monde. Et à partir de là, on se fait des contacts dans les ressources humaines, de gens qui vous conseillent, qui prennent du temps pour vous. Et à partir de là, vous commencez à ouvrir votre palmarès de où je dois cibler. Donc, quel site internet, quelle personne, que dire pendant l'entretien, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et c'est comme ça, en fait. C'est vraiment le contact. En Israël, c'est le bouche à oreille. Ça marche que comme ça. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a vraiment aidé, un coup de bol, comme on dit ? Alors, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec une amie de ma belle-mère qui a travaillé au Mossad. Pas mal. Comme recruteur. Ok. Qui m'a accordé une demi-heure de son temps et qui m'a dit « Ok, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, mais t'écoutes et même si je te dis des choses négatives, ne les prends pas mal. » Parce que c'est vrai que comme j'entends souvent dans les entreprises internationales en Israël que c'est difficile avec les Français de leur dire ce qui va et ce qui va pas, elle m'a remis les compteurs à zéro. Elle m'a dit « Voilà, là tu devrais pas insister, ça c'est bien, insiste sur ça. » Et voilà. En Israël, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent vous aider, des organisations, vous avez beaucoup de sites internet, n'hésitez pas à contacter les personnes. Vous avez LinkedIn aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens qui sont PDG de sociétés qui aujourd'hui sont dans le 440, sont au Nasdaq, très accessibles, juste toujours leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux et qu'ils sont essentiels pour vous. Et ça marche. Et ça marche, et c'est comme ça que vous êtes aujourd'hui recruteur dans une grosse boîte qui s'appelle Nisha, 15 000 followers sur votre page. Alors évidemment, j'imagine que ça fait partie de votre job. Est-ce que vous avez dû sacrifier quand même des choses ? Est-ce que c'est pas facile malgré tout au quotidien ? Vous arrivez en Israël, il faut se dire qu'ils veulent quelqu'un qui connaisse la langue, qui connaisse les procédures, donc on repart un petit peu de zéro, sauf si ils vont vous donner votre chance. Donc, à partir de là, vous arrivez... Bon, moi, j'étais responsable des ressources humaines. Je me suis retrouvé en tant que sourceur, c'est-à-dire en dessous d'un recruteur. Mais en Israël, il y a une différence qu'il n'y a pas. La méritocratie. Vous bossez dur, vous bossez bien, vous évoluez. Donc, il ne faut pas hésiter à commencer, on va dire, à un niveau moins important que ses qualifications. Voilà, il faut mettre sa fierté de côté, je pense, et ça marche super bien. Les gens voient après votre qualité, et je rencontre beaucoup de Français, surtout dans des grosses sociétés comme par exemple Teva, où j'ai un Français qui est arrivé, qui connaissait rien du tout, qui aujourd'hui est directeur d'un service de recherche à Teva. Dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec une société qui me disait que l'un des fondateurs était français. Donc il y a du travail, il y a de l'espoir, même si on est francophone, on peut foncer. Alors la méritocratie, on aura retenu, ça c'est le conseil que vous donnez, vous expliquez ça très bien, que si on est méritant, apparemment dans cette société, ça marche. Juste pour terminer ensemble, voilà votre petit parcours d'Aliyah Story, c'est quoi le souvenir le plus marquant que vous avez de toute cette période ? 4 ans déjà en Israël. L'un des plus beaux souvenirs que j'ai eus, c'est le jour de ma remise de mon béret à l'armée.
où mes parents m'ont fait la surprise de venir. Il y avait même ma femme, qui n'était pas encore ma femme. Et ce jour-là, j'ai reçu le prix d'excellence de l'armée. Et j'ai eu toute ma famille et ils ne s'attendaient pas à ça. Bon, je vous cache pas qu'ils n'ont pas compris au début ce que ça voulait dire. Mais c'est ce qui m'avait le plus touché d'avoir les miens autour de moi pour un événement qui me disait que voilà, aujourd'hui, tu as ta place en Israël. Ok, en tout cas, on était vraiment très touchés de vous avoir. Jérémy, on vous souhaite bonne chance et puis du courage, parce qu'apparemment, vous faites de la route, hein, vous bossez dur et vous faites de la route tous les jours. En Israël, il ne faut pas avoir peur et ça marche. Voilà, moi, je travaille dans ce groupe Nisha qui m'a reçu vraiment comme leur fils, parce que c'est un grand groupe qui existe depuis 20 ans. Et ils m'ont redonné la chance de revenir chez eux après l'histoire du Khala, du coronavirus et compagnie. Et ils m'ont dit, voilà, on a une option, c'est temporaire. Tu travailles à Haïfa, le train c'est rapide, c'est 1h30. Je vous cache pas qu'en France, je mettais 1h30 aussi dans les métros. Et donc voilà, c'est parti, j'ai la vue sur la mer. Pas mal, voilà. Et puis vous rentrez le soir à Ramat Gan, donc une belle histoire d'intégration. En tout cas, merci, bravo. Et à très bientôt, Jérémy. Cathy, à très bientôt et bon courage à tous. Ciao. Et maintenant, on arrête tout pour écouter Elisa et sa chronique sur les pages Instagram, les incontournables pour apprendre ou celles pour rire, tout simplement. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Une nouvelle fois, on se retrouve pour faire le tour de la planète Instagram et des comptes qui nous permettent de nous cultiver, de nous faire rire, de nous ouvrir sur le monde, nous qui sommes malheureusement confinés ou qui ne pouvons pas voyager bien loin. Donc aujourd'hui, le premier compte dont je veux vous parler, il s'appelle Crustel. On en a énormément entendu parler pendant le confinement. C'est un couple qui s'ennuyait beaucoup, qui sont assez fans de films, qui ont commencé à regarder des films assez cultes et ils ont commencé à faire les dialogues eux-mêmes par rapport à la situation, le Covid, le confinement. Et en fait, c'est les deux auteurs qui sont extrêmement drôles. Je vous laisse regarder 2 extraits qu'ils ont fait sur Jumanji et sur l'Exorciste, vous allez voir, c'est tordant. Oui, bonjour, j'avais quelques questions concernant le coronavirus, s'il vous plaît. Je suis confinée avec mes enfants et j'étais pas du tout préparée à ça, faut les occuper, ces petits monstres, ça fait à peine 6 jours et... Putain, je sais plus quoi faire, les pâtes à sel, les mystères de Pékin, les chorés sur Tic-Tac-Toc, les Scooby-Doo. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous les déposer parce que l'école nous manque beaucoup et je pense que je vais finir par les buter, voilà, merci, bisous. On pourrait faire un jeu de société. Oh bordel! Non, non! Alors là, non! Oh non, 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 non. Attends! Je peux sortir et aller danser. Ah, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Vous avez le Covid-19. Ah bon, mais n'importe quoi. C'est très sérieux, restez chez vous. Je veux sortir et boire des coups sur du Aya Nakamura. C'est quoi ça? C'est du gel. Du gel hydroalcoolique? Voilà, donc moi personnellement, ils me font hurler de rire, c'est extrêmement drôle. Ils ont vraiment des centaines de milliers d'abonnés, ils ont fait un carton absolu ces derniers temps et vous allez voir que vous allez retrouver des films comme Independence Day, une séquence très drôle avec le professeur Raoult. Vous allez voir vraiment, il y a de quoi vous occuper pendant un bon petit moment. Ensuite, aujourd'hui, on va rigoler un petit peu avec les comptes Joubuzz. Donc, ils sont assez connus dans la communauté chez les jeunes, mais il y a peut-être encore des gens qui ne les connaissent pas. En quoi ça consiste? Ils prennent des mèmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les mèmes, d'abord, vous pouvez vous adresser à l'équipe de Studio Kalita, puisque ce sont les référents absolus, hein, Daniel Haïk, Cathy, David. Les mèmes, en fait, ce sont des images qu'on trouve sur Internet et qu'on commente ou qu'on change un petit peu pour rendre des situations très rigolotes. Vous allez voir les exemples qu'on va vous mettre tout de suite. Donc Joubuzz, ça concerne vraiment les situations que tous les juifs peuvent rencontrer. Donc là, par exemple, pour les fêtes, je vous laisse découvrir, ils en ont fait de très drôles sur Rosh Hashanah, avec la connaissance qu'on a tous quand on est à Tachlir de celui qui dit « Ah bah toi, il faut te jeter entier dans la rivière tellement t'as fait de péché. » C'est vrai que c'est une situation qu'on connaît tous. Alors, il y en a sur Kippour, il y en a sur Sukkot. C'est vraiment des choses à chaque fête juive ou à chaque événement qui se passe dans la communauté. Ils nous mettent des mèmes et vraiment ça a hurlé de rire. Ils sont suivis par beaucoup de célébrités. Ils se sont même lancés dans plusieurs autres sous-blogs. Donc ils ont fait Joubuzz Israël et ça va correspondre un petit peu plus aux situations que nous on connaît les juifs français qui vivent en Israël. Donc par rapport à plein de choses, par rapport à ceux qui mettent pas le clignotant.
aux rues pleines alors qu'on est en plein Séguerre. Et il y a aussi un Jubuzz Meuf qui a été fait pour nous les filles. Et je vous mets tout de suite un petit extrait. Tan 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 tan. Colissimo. Voilà. On s'est toutes reconnues. Ça aurait pu être AliExpress, ça aurait pu être ASOS, ça aurait pu être Next. Au secours, laissez-nous sortir de ce confinement, on va pas s'en sortir. Voilà, donc vraiment, courez sur le compte de Jubuzz, ils sont vraiment hyper drôles. Et enfin, si vous voulez rigoler, que vous avez un petit peu la nostalgie de Paris, ce compte est fait pour vous. Il s'appelle Les gens dans le métro. Et c'est un compte Instagram qui recense toutes les choses drôles ou toutes les choses catastrophiques qui peuvent se passer quand on va dans le métro à Paris. Ça nous ramène dans des situations qu'on a connues, ça nous manque des fois, ça nous fait dire Baruch Hashem, je suis en Israël. Pour d'autres, tout le monde va s'y reconnaître. Et en fait, tous les jours, il y a des gens, des utilisateurs du métro qui envoient des vidéos, donc que ce soit les gens qui viennent avec leurs accordéons et qui jouent dans les oreilles de la personne qui dort, que ce soit les gens qui arrivent avec des masques complètement improbables, comme vous pouvez voir sur les images. C'est vraiment un compte que je vous conseille de suivre, on s'y amuse beaucoup, et puis il y a cette petite pointe de nostalgie aussi. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui pour le tour de nos comptes Instagram. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas, si vous avez d'autres comptes que vous aimeriez bien partager, envoyez-les-nous. À bientôt. Et Sofa So Good, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas tout à fait. On va se quitter en musique avec des images d'un concert qui s'est déroulé à Bat-Yam grâce à Odélie Cohen qui a donné la possibilité aux artistes francophones de la ville de s'exprimer. Un projet soutenu par la mairie. Non seulement elle a bossé sur le projet, mais en plus elle chante. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. To turn into love song, give my heart and soul to me. My life will always be la vie en